Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bitcoin a pris plus de 6000 $ en quelques jours suite à quelques grosses actualités. Est-ce que c'est un fait de paille? Est-ce que ça va durer? Qu'est-ce qui se passe réellement et pourquoi est-ce qu'il y a autant d'engouement, surtout du point de vue des institutionnels qui investissent dans les crypto-monnaies? Dans cette vidéo, je vais essayer de vulgariser, de revenir au plus simple et d'être le plus synthétique possible, mais également de vous dire les quelques points à surveiller pour voir si cette tendance peut s'ancrer dans le temps ou si au contraire, le Bitcoin peut pointer du nez rapidement. Quoi qu'il en soit, pas de panique et faites très attention à ceux qui vous disent que ça y est, c'est le début du bull run et qu'on va faire que monter vers le ciel. Rien n'est joué pour l'instant et on attend encore beaucoup de choses pour savoir si c'est une si bonne nouvelle que ça ou non. Qu'est-ce qui s'est passé? On en est où et on va où? C'est parti, on commence tout de suite. Vous l'avez probablement vu, dans les 7-8 derniers jours, Bitcoin a pris beaucoup de valeur. En effet, à partir du 21 juin, il a commencé à décoller et il est parti des 25 000 $ pour dépasser même momentanément les 31 000 $. Le Bitcoin a donc pris beaucoup de valeur d'un coup. Il a pris plus de 6 000 $, ce qui représente un peu plus de 20% de sa valeur sur une très courte période et c'est lié à de l'actualité. Alors on ne peut pas avoir une certitude absolue que ça ne vient pas d'autres facteurs et qu'il n'y a pas eu tout simplement de pression acheteuse et de mouvements individuel, une entreprise ou une institution qui a acheté. Malgré tout, ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de retournements de situation et qu'il y a une énergie et une émulsion qui vient des institutions aux États-Unis. Alors, on va parler que de Bitcoin parce que Bitcoin est le métronome du marché, il représente l'entièreté du marché des crypto-monnaies justement. Par contre, il faut savoir qu'il n'y a pas que Bitcoin. On le voit aujourd'hui, l'entièreté des crypto-monnaies représente 1200 milliards de dollars. C'est la valorisation des crypto-actifs référencés. En réalité, ça peut être un peu plus ou un peu moins, mais ça vous donne un ordre d'idée. Et vous le voyez ici, Bitcoin à lui seul représente 50% du marché et Ether représente 19%. Donc en gros, Bitcoin et Ether, c'est 70% du marché. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on va parler des institutionnels et globalement, les institutionnels investissent majoritairement sur ces deux actifs. Je vous remontre la dominance ici. Quand je vous dis que Bitcoin et Ether, c'est tout le marché, Bitcoin 50%, Ether 19%, et autant vous dire que bon, bah à part Tether, l'USDT et d'autres actifs, il n'y a pas grand chose d'autre que du Bitcoin et de l'Ether. Voilà pourquoi on va se concentrer là-dessus. Alors globalement, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Premièrement, tout vient d'un dépôt. En fait, c'est une demande d'ETF de BlackRock. BlackRock est un gestionnaire d'actifs qui aujourd'hui a plus de 10 000 milliards under management. Et pour le coup, c'est très clairement les boss du game dans ce domaine-là. La particularité, c'est que BlackRock va donc structurer certains produits financiers afin de permettre à leurs investisseurs et à leurs clients d'investir sur des classes d'actifs différents. En l'occurrence, ils viennent de déposer un dossier auprès de la Security Exchange Commission, le régulateur américain, afin de permettre aux clients de BlackRock, mais également aux clients institutionnels, d'investir plus facilement sur Bitcoin. Et ça change tout. Ça change tout pourquoi? Déjà parce que BlackRock, c'est pas n'importe qui. BlackRock ont déjà déposé plus de 90 demandes d'ETF, d'accord? Et ils n'ont eu qu'un seul refus. Alors, des demandes d'ETF sur Bitcoin, il y en a déjà eu plein. Mais aux États-Unis, il n'y en a encore aucune qui a été acceptée. Et c'est pas n'importe qui demande, c'est le boss du game qui, jusqu'à présent, n'a pas vraiment eu de taux de refus. Donc, il y a de grandes chances que ça se fasse. La deuxième chose, c'est que c'est également un changement de narrative et c'est ça qui a donné beaucoup d'énergie et beaucoup de force à Bitcoin et qui fait qu'il a pris beaucoup de valeur durant un peu plus d'une semaine et qui a eu justement des soutiens. Ça ne s'est pas fait d'un coup. La tension et l'engouement du marché a augmenté petit à petit dans les jours qui ont suivi cette annonce. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre ce que c'est un ETF. C'est un Exchange Traded Fund. Donc en gros, imaginez un fonds d'investissement, d'accord, qui détient un actif et qui va permettre, de par la nomenclature de ce fonds, aux gens d'investir dedans. En gros, pour faire simple, acheter du Bitcoin, ça demande une compétence particulière. Vous devez l'acheter au marché, vous devez le détenir sur une plateforme d'exchange ou savoir vous-même le détenir et le sécuriser. Ensuite, vous devez, quand vous êtes une entreprise, savoir le comptabiliser, le rentrer dans votre bilan, le justifier auprès de votre comptable, etc., etc. C'est donc compliqué. Pour certaines entreprises, c'est pas tout à fait légal ou il y a encore des flous juridiques et c'est très dur de le conserver et également de le comptabiliser. Le fait qu'une entreprise comme BlackRock s'occupe de cette partie-là et propose un ETF, ça va permettre à toutes les entreprises et tous les instituts au monde d'investir très facilement et de rentrer des liquidités en masse sur Bitcoin parce qu'ils vont pouvoir, tout comme
énormément d'autres produits financiers s'y exposer simplement grâce à l'ETF. Alors, deux choses à savoir sur l'ETF que propose BlackRock. Premièrement, c'est pas tout à fait un ETF, mais ça fonctionne comme tel, donc on va pas aller plus loin, hein. Le mécanisme est vraiment le même qu'un ETF. Et ensuite, pourquoi est-ce que ça a fait autant monter les prix? Bah déjà parce que comme c'est BlackRock, il y a de grandes chances que ce soit accepté. Et la deuxième chose, c'est que comme ils vont proposer cette société, ce fonds, s'il y a des investissements massifs des institutionnels sur ce fonds de BlackRock, naturellement BlackRock va devoir s'exposer au Bitcoin et donc indirectement en acheter ou exercer une pression vendeuse pour pouvoir honorer sa position. Et donc les gens anticipent le fait que le prix du Bitcoin, étant donné qu'il risque d'avoir une très forte demande dans les mois ou dans les années à venir, devrait prendre de la valeur. D'ailleurs, dans le passé, c'est déjà arrivé que quand il y a eu des vagues d'ETF sur certains actifs, et quand je dis des actifs, ça peut être des actions, ça peut être également des métaux précieux, eh bien on est, dans les mois qui viennent, énormément de liquidités qui rentrent. Quoi qu'il arrive, vous l'avez compris, quand l'ETF est un fonds Bitcoin, bah, si Bitcoin prend de la valeur, l'ETF prend de la valeur, si Bitcoin perd de la valeur, l'ETF perd de la valeur. C'est vraiment la forme de l'ETF qui intéresse les institutions et les gros porteurs de liquidités. Par contre, il y a deux façons de répliquer la valeur d'un actif. Soit on va se positionner justement sur des dérivatives, en gros des produits financiers qui répliquent la valeur de Bitcoin, soit on va directement acheter du Bitcoin. D'ailleurs, on peut tout faire avec des ETF. Hein. Par exemple, vous pouvez prendre une moyenne des entreprises du CAC 40 français. Si vous voulez acheter les actions de toutes ces entreprises une à une, c'est très compliqué. Alors que si vous venez acheter un ETF d'un fonds qui détient déjà toutes ces entreprises, vous pouvez en une seconde vous exposer beaucoup plus rapidement. Donc c'est plus rapide, il n'y a pas de problème de comptabilité ou de forme légale, donc ça intéresse beaucoup les institutionnels. Et il y a également une question de frais. Étant donné que BlackRock vont eux-mêmes acheter beaucoup de Bitcoin d'un coup et les détenir, ils vont pouvoir proposer aux gens de s'y exposer à moindre frais. C'est pas comme si à chaque fois que quelqu'un allait acheter l'ETF de BlackRock, BlackRock allait tout de suite passer un petit ordre similaire pour le même montant en Bitcoin. BlackRock, ils vont déjà dire ok, on va mettre tant en Bitcoin et on va petit à petit distribuer ce fonds. S'il y a plus de demandes, on va pouvoir réaugmenter ou justement réduire la taille de ce fonds en fonction de l'offre et de la demande. Et donc, c'est pas simplement une prévision financière, c'en est clairement une, hein. Les gens se disent c'est un bon signal, c'est très important, mais c'est pas tout. La particularité de BlackRock, c'est que Lawrence D. Fink, son CEO, que tout le monde appelle Larry, non seulement c'est quelqu'un qui est une personnalité très suivie dans le monde de l'investissement, parce que il est à la tête du plus gros gestionnaire d'actifs au monde avec ses 10 000 milliards, évidemment, mais aussi et surtout parce qu'ils sont très respectueux dans leur narrative en tout cas, de l'environnement. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions d'investissement vis-à-vis de produits financiers qui, entre guillemets, respectent les normes environnementales, parce que pour eux, c'est vraiment une narrative très importante et que ça va l'être de plus en plus au fil du temps. Et pour le coup, ils avaient déjà pris de la parole sur Bitcoin et ils n'avaient pas vraiment dit beaucoup de bonnes choses. Bitcoin était selon eux quelque chose qui sert, entre guillemets, à blanchir de l'argent et également quelque chose qui consomme énormément trop d'énergie. Voir Larry Fink et donc BlackRock qui se positionne en faveur de Bitcoin et qui dépose un ETF, ça renvoie un message très simple, Bitcoin n'est peut-être pas finalement aussi dangereux pour l'environnement que ce qu'ils pensent, et peut-être que leurs études, et après avoir creusé, ils ont changé leur fusil d'épaule. Encore une fois, on ne peut pas en être sûr, on ne peut que l'imaginer, mais c'est quelque chose qui a toujours été en accord avec leurs valeurs quand ils investissent, et donc ça renvoie un mood globalement positif sur l'ensemble du marché et sur la position des gros acteurs et des institutions qui étaient eux aussi, pourquoi pas, fermés à Bitcoin, qui pourraient revoir leur copie et décider de prendre une position qui à l'avenir serait positive. Et en plus c'est un Bitcoin spot comme je vous dis, donc c'est réellement, ils vont acheter et détenir le Bitcoin qu'ils vont répliquer, donc ils vont réellement devoir se sourcer quelque part, principalement sur Coinbase, en tout cas c'est ce qui a été annoncé, et donc on sait que ça peut, si ils ont un accord pour cet ETF et si ça tourne les institutionnels vers cet actif, ça peut réellement avoir un impact violent sur le prix du Bitcoin. Et donc, non seulement ça donne confiance à BlackRock, mais c'est pas tout, parce que BlackRock, c'est le grand géant. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a Invesco, WisdomTree et d'autres fonds, il y en a eu 5 autres, qui ont demandé un ETF depuis. Donc évidemment, quand tu as le Big Boss qui le demande, c'est le premier aux États-Unis, il y en avait au Canada, en France et dans d'autres pays, mais là c'est le premier aux US, pays où entre guillemets, c'est la guerre aux crypto-monnaies d'un point de vue régulation. Et là, tu as le Big Boss de la finance traditionnelle, je le rappelle, c'est pas le big boss du monde de la crypto, c'est vraiment de Wall Street qui vient et qui pose, voilà, nous on fait un ETF Bitcoin et globalement c'est maintenant qu'il structure un produit, comme si c'est maintenant qu'il fallait se positionner ou ça allait le devenir, la demande est sur le point d'arriver et donc c'est maintenant qu'il faut structurer tout ça. Je le rappelle, et c'est surtout parce que j'ai demandé à ChatGPT, mais la SEC n'a pas de délai précis pour répondre oui ou non à un ETF. Globalement ce sont des délais qui se doivent d'être raisonnables, ça dépend de beaucoup de choses et de ce qu'il y a à redire, mais on s'attend du coup dans les semaines, dans les mois à venir
s'ouvrir, pourquoi pas à la rentrée, j'en sais rien du tout, à une réponse qui pourrait accélérer encore plus la hausse de Bitcoin. Et surtout, comme ils sont pas tout seuls, il y en a plein d'autres. Et comme il y a plein d'autres demandes, il y a peut-être plus de chances de réussite que l'une de ces demandes fonctionne. Et comme on sait que le halving day approche à grands pas et qu'on voit les géants qui se positionnent, naturellement on se dit bon, c'est pas simplement BlackRock. BlackRock, un peu à l'instar du roi des pirates dans One Piece, vient de lancer des marins à la mer et on en a peut-être un d'eux qui deviendra le fameux roi des pirates. À savoir que ça a relancé un autre débat. Vous le connaissez peut-être, le Grayscale Bitcoin Trust est un produit financier qui réplique entre guillemets en partie le prix du Bitcoin. La particularité, c'est que Grayscale appartient à une grosse structure financière qui a des difficultés. Grayscale et Genesis Trading appartiennent tous les deux à Digital Currency Group. Genesis Trading était une société qui prêtait et empruntait de la crypto-monnaie et qui fournissait des rendements. Avec la chute d'FTX, Genesis Trading est en carafe. Ils ne proposent plus aux gens à qui ils ont emprunté de la crypto de la retirer. Et donc, ils ne sont pas morts pour le moment, mais ils sont en grave difficulté. Ils n'ont pas tous les actifs qu'ils doivent à leurs clients. Autant vous dire qu'en dessous d'eux, il y a plein d'autres sociétés qui ont eu des difficultés, etc. etc. Comme tout le monde prêtait chez tout le monde, il y a eu des défauts en chaîne. Comme ça a déstabilisé Digital Currency Group, ça les a réellement mis en difficulté, ça a mis en difficulté toutes leurs différentes structures. D'ailleurs, Grayscale Bitcoin Trust, aujourd'hui, est un trust qui ne réplique pas totalement la valeur de Bitcoin. Pour faire simple, le prix qu'il devrait avoir si on avait la certitude absolue que Grayscale pourrait acheter et détenir 100% des bitcoins pour lesquels on a injecté la liquidité et qu'ils n'ont pas de problème de liquidité qui se trouve sur l'une des plateformes comme Genesis Trading ou comme FTX qui pour l'instant ne donne aucune certitude sur le fait de revoir les bitcoins, eh bien on devrait avoir un bitcoin à 25 ou 26 $. Au plus bas, il était descendu à moins 45%. Et depuis qu'on a ce vent de tendance de confiance des institutions aux États-Unis, notamment de BlackRock, ça s'est réduit. C'est-à-dire que le moins 45% sur l'opportunité d'acheter du GBTC s'il y a vraiment tous les bitcoins derrière est descendu à 33%. Et je crois qu'on doit être vers 25 à l'heure où je vous parle. Donc globalement, pourquoi c'est descendu? Principalement sur des rumeurs. Parce qu'il y aurait des rumeurs comme quoi aujourd'hui, une grosse institution financière serait sur le point de racheter Grayscale, ou du moins de racheter justement ce trust. Et donc, s'il y a une acquisition, généralement, la personne qui rachète pour deux choses. Premièrement, elle va couvrir cette dette ou cette incertitude, donc elle vient backer les investisseurs, mais en échange, eh bien c'est elle qui récupère les volumes qu'il y a sous gestion sur ce produit, et en l'occurrence, Grayscale, au début, ça représentait 6 milliards de dollars de position. Et donc, naturellement, il se pourrait bien qu'aujourd'hui, des gens, notamment des institutions qui achètent via les marchés traditionnels du GBTC, ils vont investir sur le GBTC alors qu'ils savent qu'il y a une décote. Si on apprend que plus tard, il y a 30% de la liquidité derrière qui n'est pas bien backé, eh bien certes, c'est pour ça qu'il y a une décote aujourd'hui d'à peu près 30%. Par contre, si on se rend compte qu'il y a un rachat et que toute la réserve du trust est bel et bien honorée, il y a des gens qui auront donc acheté aujourd'hui des bitcoins à moins 30 ou moins 40% qui pourront retirer en un pour un derrière. Et là, ça change tout. Et donc, entre l'opportunité d'un gros produit finance traditionnel qui pourrait se revaloriser et les marchés qui reprennent de l'énergie parce que les gens pensent qu'il va y avoir beaucoup de volume entrant si les ETF sont acceptés, ça valorise à mort Bitcoin et donc Bitcoin coule naturellement et ça a affecté Ether et les autres crypto-monnaies. Dans la même période, on a quand même la Deutsche Bank, d'accord, qui a tout simplement fait une demande pour avoir une licence de custody, donc pour avoir le droit de détenir et de conserver des actifs pour compte de tiers, donc des crypto-monnaies pour le titre de leurs clients. À l'échelle francophone, on a quand même le Crédit Agricole Caseis qui vient d'obtenir le PSAN, prestataire de services et d'actifs numériques. Et encore une fois, c'est deux choses. Une banque qui demande un PSAN, Société Générale l'est à travers Forge, Delubac l'est en nom direct, sans que ce soit l'une de ses filiales. Là, c'est le Crédit Agricole. Qui plus est, Delubac n'ont pas vraiment dit de mal des crypto-monnaies, Société Générale n'a jamais vraiment dit du mal des crypto-monnaies, Crédit Agricole a détruit les crypto-monnaies, son CEO en a toujours dit du mal. Bon, après vous me direz, un peu comme JP Morgan. JP Morgan, le CEO Jimmy Dimon, il dit énormément de mal de crypto-monnaies. Et de l'autre côté, JP Morgan dit beaucoup de bien de crypto et dit que cette classe d'actifs est prometteur et disent qu'ils vont peut-être même un jour lancer leur crypto. Donc voilà, c'est Grand Angle Crypto qui disait ça. D'ailleurs, je vais vous recommander leur vidéo. Ils ont fait une vidéo sur ce sujet qui est vraiment incroyable et qui est bien plus précis si vous voulez bien comprendre les ETF. Je vous recommande, le lien est dans la description et j'encourage vraiment leur contenu.
il est d'une précision incroyable. Et bien justement, ils le répètent dans leurs vidéos, ces gens-là, faut pas vraiment écouter ce qu'ils disent, faut regarder ce qu'ils font. Et ben vous avez compris, on commence à avoir des banques qui étaient contre les crypto-monnaies, qui petit à petit demandent des licences, et autant vous dire que si KCI est devenu prestataire de services d'actifs numériques, ce n'est pas sans l'aval de la maison mère, hein, que ce soit bien clair. Donc voilà, c'est un changement de narratif, ça envoie un bon message, et c'est pas fini. Il y a encore un autre truc qui vient d'une autre part. Vous le savez, et c'est ma dernière vidéo sur la chaîne qui a d'ailleurs cartonné. En ce moment, c'est un peu la guerre aux US, notamment avec Binance, Coinbase et la Security Exchange Commission qui vient réguler un peu méchamment les cryptos en essayant de les faire passer pour des securities. Securities qui sont des valeurs mobilières qui auraient demandé un enregistrement préalable. La particularité, c'est que là, on a un nouvel exchange qui se lance et il n'est pas backé par n'importe qui. Il est backé par Fidelity. Schwab, c'est Charles Schwab Corporation. C'est une grosse corpo américaine qui est monstrueuse, hein, qui a plus de 300 bureaux aux US si je dis pas de bêtises, et Citadel qui est également une grosse société dans le monde de l'investissement en mode Wall Street, et Fidelity, si je dis pas de bêtises, c'est un tiers de la puissance de frappe de BlackRock. Donc c'est des grosses structures de la finance traditionnelle, les pontes de Wall Street, qui viennent de lancer leur nouvel exchange de crypto-monnaie EDX. Donc ça envoie un signal énorme de la finance décentralisée, totalement différent de celui de BlackRock, mais dans un autre segment, donc c'est quand même beaucoup de signaux qui vont dans la même direction, et en plus de ça, eux, ils annoncent un truc en mode oui, mais nous, on n'est pas un exchange à la Binance, nous, on va s'adresser uniquement aux courtiers. Les courtiers, un petit peu comme en bourse en fait, hein, vont être des sociétés qui, eux, vont recevoir les ordres des individus et des entreprises. En gros, quand vous voulez acheter des actions, la plupart du temps, aujourd'hui, vous n'allez pas directement sur la personne qui exécute l'ordre au marché, vous allez passer par un courtier, d'accord, qui va recevoir vos ordres et les exécuter. Eh bien, eux, ils expliquent, voilà, nous, non seulement on se lance, on ne se lance que sur 4 crypto-monnaies pour l'instant, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin et Ether, que des crypto-monnaies qui, dans le discours de la Security Exchange Commission, ne sont pas des securities, et en plus de ça, on le fait à la mode institutionnelle, et on va réellement respecter les obligations que nous demande le régulateur et les obligations des marchés financiers, un petit peu comme la bourse fonctionne déjà. Encore une fois, bonne ou mauvaise nouvelle, hein, qu'il y ait autant d'instits qui se lancent, en attendant, ça redonne de l'énergie, ça donne beaucoup de confiance, et surtout, c'est pas n'importe qui, Sequoia également, Paradigme, il y a que des très gros noms, hein, ça rigole pas du tout. Enfin bref, naturellement, ça fait la une des médias. J'avais fait un petit vote sur Twitter, beaucoup de gens l'ont pas vraiment relevé, mais pour moi, c'est une très grosse news, pas aussi grosse que BlackRock, mais c'est tout aussi important. Et au même moment, à peu près dans les mêmes lignes, on a Prometheum, qui est un exchange qui est enregistré, si je dis pas de bêtises, depuis 2021, mais qui existe depuis 2017, et dont le CEO a pris la parole devant la SEC, et qui lui dit, bah moi je suis totalement d'accord avec la SEC, les crypto-monnaies pour la plupart sont des securities, et c'est très bien comme ça. Et nous, on va permettre aux gens d'investir dessus en tant que security. Donc ils vont vraiment essayer de faire le process pour pouvoir permettre aux gens d'investir sur ces securities et donc vont aller dans le sens de la SEC. Et donc là, on commence même à se poser des questions en mode, est-ce que la SEC n'a pas sollicité ces acteurs de la finance traditionnelle en leur disant, écoutez, on est en train de vous faire de la place en tuant tous les pure players crypto et on va faire une place aux acteurs qui, eux, respectent la norme actuelle des US ou respectent notre façon de voir les choses et de considérer les crypto-monnaies comme des valeurs mobilières. Et là, ça peut faire beaucoup de bien à quelques gros acteurs qui sont les copains de la finance traditionnelle, mais ça va faire beaucoup de mal aux pure players, en tout cas aux États-Unis. Et là, ça pourrait être une narrative qui permettrait même à l'Union européenne de dire « Hey, pourquoi on ferait pas la même chose avec certains de nos acteurs et pourquoi est-ce qu'on viendrait pas détruire une partie de la régulation crypto qu'on vient de créer ?» Bref, voilà pourquoi les crypto-monnaies ont performé 15% sur Bitcoin dans les dernières semaines, 5% sur Ether. La plupart du marché se valorise, si ce n'est le BNB qui s'enfonce un petit peu plus. Là, je regarde sur le mois. Globalement, sur 7 jours, tout le marché a été tiré par le haut. Vous le savez, Bitcoin est le métronome de ce marché. Je vous redirige vers une autre vidéo où je vous explique tout ça. Et c'est pour moi la plus importante des valeurs à regarder aujourd'hui, même si Ether n'est jamais très loin. En gros, pour conclure, est-ce que c'est un début de bull run? Non, je ne pense pas. Je pense que ça ne suffit pas. En plus, on rentre dans une période estivale et l'été n'est jamais vraiment propice à l'investissement, même si dans les crypto-monnaies, ça ne veut rien dire. Ma prochaine vidéo portera d'ailleurs là-dessus. Prenez des vacances, c'est important, vous devez en prendre et c'est vraiment le meilleur moment. Je dis pas que c'est idéal tout le temps, hein, et je dis pas qu'en été, ça peut pas exploser à la hausse, mais l'été est généralement le meilleur moment pour prendre des vacances et je vous expliquerai pourquoi. C'est là que vous ratez le moins d'opportunités de manière générale. Et ensuite, il y a quand même des choses à regarder. Cette fameuse demande d'ETF de BlackRock, mais également celle de toutes les entreprises autour.
voir s'il y en a des nouvelles et voir s'il y en a qui sont acceptées. Les fameuses entrées de liquidité, parce qu'on va pouvoir le voir sur le marché, s'il y a des gros achats et s'il y a des très gros volumes qui passent. Et globalement, suivre également l'évolution du discours de la SEC, mais qui va se suivre en double front, parce qu'on a la discussion Binance-Coinbase, d'accord? Mais on a également les discussions vis-à-vis des Prometheum et vis-à-vis des EDX, ces nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, mais qui semblent, eux, accepter de prendre un autre chemin, celui que la SEC a besoin de défendre en ce moment, puisque c'est leur discours. Et donc, voir quelques acteurs qui viennent et qui disent « Nous sommes totalement d'accord avec vous », bah, ce qui fait le malheur des uns fera le bonheur des autres. Et là où Coinbase et Binance se retrouveront probablement attristés et punis de certains volumes, d'autres acteurs pourraient les saisir et pourraient en faire leur marché et leur opportunité de se positionner sur le prochain bull run. Et comme on le voit, certains préparent peut-être le prochain halving qui pourrait accélérer la tendance, et il se pourrait bien que tout le monde est en train de prendre ses paris, de prendre ses positions et de se structurer pour la prochaine vague. Qui sait, quoi qu'il en soit, ça ne suffit pas à dire qu'on repart en bull run. Il se pourrait vraiment que les crypto-monnaies reperdent de la valeur pendant l'été, mais au moins on a les quelques actualités à suivre pour pouvoir suivre les lignes fuyantes de la prochaine tendance du marché des crypto-monnaies. C'était Asher, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite non seulement à vous abonner, à laisser un commentaire et un petit pouce bleu, ça soutient toujours autant mon travail et ça me permet de référencer mes vidéos. J'essaye de vulgariser toujours plus la blockchain, les crypto-monnaies, mais également l'actualité financière. Et je vous invite également à nous rejoindre le dimanche en live, parce qu'on reprend l'actualité des cryptos toutes les semaines et on rediffuse ça sur YouTube et des fois sur la chaîne secondaire. Au revoir!